Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire qui va commencer dans quelques instants. Nous n'allons pas tarder à commencer. Vous nous excuserez pour ces 2 petites minutes de retard, le temps de mettre en place la logistique des intervenants et du webinaire. Soyez tous les bienvenus. Je vous laisse le temps de vous installer pour les quelques participants qui nous rejoignent. Et puis, on ne va pas tarder. Ce webinaire va être très intéressant, très riche. Alors, prenez un bon café, un bon thé et accrochez-vous bien. Le sujet n'est pas simple, mais on va le décortiquer avec vous de manière très didactique ce matin. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Maître Cohen, si vous voulez bien passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici dans ce webinaire qui vous est proposé par GEST. GEST, c'est l'association régionale des services de santé au travail du Grand Est. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre 2021 et nous attendons un peu plus de 630 personnes à ce webinaire qui est ce matin consacré au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Donc, vous êtes directeur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes gérant, vous êtes professionnel des ressources humaines, vous êtes professionnel de santé et vous vous posez des questions bien légitimes sur ces sujets qui sont au cœur de l'actualité depuis cet été. Qu'est-ce que le pass sanitaire? En quoi consiste l'obligation vaccinale? Nous parlons de pass sanitaire ce matin, de restrictions de déplacement, d'accès à certains lieux. Comment est réalisé le contrôle? Par qui? Quelles conséquences du défaut de passe sanitaire, quelle place pour le CSE et le port du masque dans tout ça, évidemment, tout le monde se pose cette question. Quid de l'obligation vaccinale? Qui est concerné? Quelles sont les sanctions encourues par l'employeur? Qu'en est-il de l'autorisation d'absence liée à la vaccination? Vous l'avez bien compris et je vous l'ai déjà dit, ce webinaire va être dense et très intéressant, évidemment. Donc, je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail, service de santé au travail de Strasbourg. Donc, ce matin, ce webinaire sera animé par Maître Laurence Cohen, avocate associée, responsable du pôle santé-sécurité au sein du cabinet CWA, et Dr Karine Châtelain, médecin du travail à l'ASTME, service de santé au travail dans le Grand Est. Donc, ce webinaire a été pensé et travaillé pour apporter un éclairage juridique sur les rapports entre l'employeur et leurs salariés. Okay, vous allez voir, le diaporama est dense, volontairement dense. Donc, je vous invite à nous écouter plutôt qu'à nous lire. Nos intervenantes sont passionnantes. Donc, lâchez votre regard du diaporama qui peut vous effrayer et concentrez-vous plutôt sur le message qui va être donné par Maître Cohen et Dr Châtelain. Alors, pour ce qui est des questions, je vous propose comme d'habitude de nous les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Et puis, je m'en ferai l'écho à la fin de chaque grand chapitre. Ce webinaire va durer environ 1h30. On espère terminer vers 10h, 10h15. Et le replay et le support de présentation seront disponibles sur le site internet de GEST, dont vous trouverez l'adresse à la fin de cette présentation. Alors, je vais remettre le diaporama et m'éclipser. On peut passer à la diapo suivante si vous voulez bien, pour vous présenter rapidement le sommaire. Donc, 3 parties principales, deux au cœur de l'intervention. Évidemment, comme le titre l'indique, une sur le pass sanitaire, l'autre sur l'obligation vaccinale. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Donc, on va commencer par l'introduction avec Dr Châtelain. Dr Châtelain, je rappelle, vous êtes médecin du travail à l'ASTME. Un point avec vous sur la situation sanitaire. Je vais juste vous remettre du son pour qu'on puisse vous entendre. Hop. À vous, merci. Voilà, merci. Donc, pour introduire ce webinaire, un petit point de situation du point de vue santé. Donc, on est dans l'épidémie depuis maintenant décembre 2019. Nous avons vécu différentes vagues. On en est à la 4e vague. Donc, on a bien compris que c'était lié à les mutations virales de ce virus qui est assez mobile au niveau génétique. Et
on est actuellement dans la 4e vague, avec une prédominance de variant Delta est donc représenté par 95% un peu plus de mutations sur une des protéines de l'enveloppe de ce virus. Les vagues épidémiques, c'est lié aux mutations et les conséquences, on les a vues, c'est une augmentation des contaminations, un débordement des services des urgences, des services hospitaliers et puis du nombre de décès. Donc, les luttes, on se demande, les moyens de lutte de cette pandémie, on va dire de toutes les pandémies, sont toujours les mêmes. C'est toujours basé sur on va dire trois trépieds, on va dire. Les traitements spécifiques qui actuellement sont toujours à l'étude, la maîtrise de la transmission, le réservoir qui au départ, on pense qui serait animal, maintenant le réservoir est la population mondiale. Donc il faut agir sur la transmission interhumaine, ce qui est fait plus ou moins avec un certain nombre de régulations. On a mis les mesures barrières en place, on a mis les masques, on a mis la distanciation, on a mis l'isolement des personnes vulnérables, l'isolement des personnes contaminées bien sûr, et le confinement de la population à des moments différents de l'épidémie et de la pandémie et des vagues successives. Et enfin l'immunisation naturelle, qui était la règle lors des différentes pandémies précédentes, en particulier les pandémies grippales, parce que la vaccination n'était pas assez développée, n'était pas à l'ordre du jour. Actuellement, on a une chance extraordinaire, c'est que la vaccination, on va dire, est dans le timing de la pandémie. Actuellement en France, on arrive à 79,5% de la population de plus de 12 ans qui a eu au moins une injection. Donc, on arrive à quelque chose de pas trop mal. Et au but recherché, c'est d'arriver à une immunisation pour faire diminuer et disparaître, si on peut, cette pandémie. Quid de l'altération de la santé individuelle de chacun qui nous préoccupe tous, de nous, de nos proches, de nos salariés. Quand ça devient un problème de santé publique, quand ça touche tout le monde, ça devient un problème politique. Des choix doivent être faits dans les stratégies de lutte. Quelles priorités on met en avant pour pouvoir continuer à vivre en société, à pouvoir faire tourner nos entreprises. Donc, le législateur, on va dire, va pouvoir mettre en œuvre à travers ses choix politiques. Et là, pour le coup, ça devient du domaine juridique. Et je laisse la parole à Maître Cohen. Merci, docteur Châtelain. Pardon, je me permets juste de faire un interlude. Vous êtes nombreux ce matin. Vous me posez déjà plein de questions, c'est super. En fait, on va répondre à toutes ces questions-là sur est-ce que je suis concernée par le pass sanitaire, quel contrôle l'employeur doit-il exercer. Soyez un petit peu patient parce que je suis certaine qu'on va répondre à 95% des questions que vous vous posez ce matin. Merci. Bonjour, merci de votre participation. Je suis pour ma part donc Laurence Cohen, avocate au cabinet Chassani-Wattrelos, et je vais donc effectivement vous parler de ces thèmes avec le prisme juridique qui sans doute vous a aujourd'hui rassemblés. Les listes de textes sont assez importantes, comme toujours. J'en ai sélectionné quelques-uns qui pourront vous servir effectivement de support si vous souhaitez vérifier des points, sachant que le texte phare, c'est bien sûr la loi du 5 août 2021 qui a été adoptée en un temps record, ainsi que le décret d'application de cette loi du 7 août qui modifie un décret préalable qui avait déjà évidemment statué sur la notion de passe sanitaire dans les espaces où préalablement le principe en avait été instauré. Donc le décret du 7 août est un décret d'extension des textes qui existaient préalablement, raison pour laquelle c'est parfois un petit peu compliqué de retrouver effectivement les règles dans un document unique, sachant que quand on a comme ça des modifications successives, les lois deviennent un petit peu opaques, ce qui m'amène aujourd'hui à essayer de vouloir répondre à vos questions pour clarifier un petit peu les choses. Alors, comme toujours en matière de Covid, on a beaucoup de
questions-réponses à la fois du ministère du Travail, en l'occurrence, et du ministère des Solidarités et de la Santé qui ont été donc publiées pour permettre une lecture un peu plus pédagogique de la loi et puis aussi pour combler les vides de la loi sur un certain nombre de points pratiques auxquels les ministères souhaitent répondre. Alors, c'est très bien, bien sûr, ça nous aide beaucoup, ce type d'outils, mais ça pose parfois la question de la contradiction entre la loi et les décrets qui sont publiés d'une part, et d'autre part, les précisions ministérielles qui sont apportées ou qui ne sont pas toujours en stricte adéquation avec ce qu'on peut lire dans le texte lui-même. J'en citerai quelques exemples dans le cours du développement. Il ne vous aura pas échappé non plus que le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise a été mis à jour suite à ces nouvelles règles pour être adapté. Donc, vous pourrez également trouver dans ce document des informations pratiques sur l'application des dispositions relatives au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Et j'en passe évidemment ici, puisqu'il ne s'agit pas de faire une bible des textes, mais simplement de vous orienter sur les principaux. Alors précisément, voyons ce qu'ils contiennent. Nous vous proposons de développer d'abord les questions autour du pass sanitaire pour ensuite passer à l'obligation vaccinale. Je cède la parole au docteur Châtelain pour ce qui est de la notion de pass sanitaire, puisqu'il s'agit ici de préciser quels sont les justificatifs qui peuvent valoir pour faire état d'une situation conforme au regard du pass sanitaire. Attendez voir, docteur Châtelain, il faut juste réactiver le son, sinon ça va être embêtant. Oui, merci. Merci. Cohen. Merci Gaëlle. Donc, pour obtenir ce pass sanitaire, 3 possibilités. Avoir un résultat de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, ne concluant pas à la contamination du Covid, et réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu au service ou à l'événement. Donc, 3 possibilités. C'est le professionnel de santé qui le rentre dans la base donc du CIDEP et qui permet donc d'avoir ce pass sanitaire. Deuxième possibilité, c'est le statut vaccinal concernant donc la vaccination contre le Covid. Et donc, il y a des vaccins où qui nécessitent 2 vaccinations pour avoir un schéma vaccinal complet. Donc, c'est Moderna, Pfizer et l'AstraZeneca. Le pass sanitaire est valide 7 jours après la 2e injection. Quant au Janssen, il n'y a qu'une seule injection nécessaire. Il est valable 28 jours après. Enfin, troisièmement, un certificat de rétablissement suite à une contamination par la Covid qui se fait à partir du 11e jour après un diagnostic positif de Covid jusqu'à 6 mois. Exception à ce pass sanitaire, où il n'y aura pas donc de pass sanitaire, c'est un certificat de contre-indication faisant obstacle à la vaccination. C'est l'annexe 2 du décret du 7 août 2021. Cette attestation de contre-indication est remise à la personne, au salarié concerné, et peut être établie par un médecin, quelle que soit sa spécialité. Voilà. Je laisse la parole à Maître Cohen. Merci, docteur. Donc, ces précisions un peu techniques étaient nécessaires. Néanmoins, nous verrons bien évidemment que l'employeur n'a pas forcément accès à la teneur même de ces documents, mais que le QR code est un outil qui permet de constater la conformité du statut des salariés. On verra aussi dans quelle mesure, dans certains cas, il y a des dérogations au principe du QR code. Alors, voyons tout d'abord, ou revoyons tout d'abord avec vous les activités concernées et les publics concernés. Vous savez que la loi du 5 août a principalement légiféré autour de 2 sphères, la sphère des déplacements d'un côté et la sphère des activités dites ouvertes au public ou en tout cas amenant les salariés à être en contact avec le public. Concernant les déplacements, il s'agit, nous dit le texte, des déplacements de longue distance par transport public interrégionaux, donc le transport public aérien, ferroviaire et une certaine partie du transport routier, sachant que nous avons des précisions du questions-réponses du ministère du Travail qui cite par exemple évidemment les TGV, les vols nationaux, les cars interrégionaux.
Donc tout ça, c'est dans le domaine du transport. Et là où il y a pour vous, employeurs ou salariés des entreprises concernées, un lien, c'est que depuis le 30 août, vous le savez, les intervenants dans les services de transport concernés sont également soumis à l'obligation de passe sanitaire. Donc, on a étendu à ces personnels intervenants dans les services de transport concernés le passe sanitaire qui était préalablement déjà applicable aux usagers. Deuxièmement, deuxième sphère, l'accès à certains lieux. Donc, certains lieux, ils sont visés par la loi et également ensuite précisés par le décret. Alors, vous les connaissez, vous avez sans doute vu en long, en large et en travers cette liste depuis la publication des textes pour vous situer un peu dans ces différentes activités. Je rappelle rapidement, sont concernées les activités de loisirs, les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, mais en sont exclus la restauration collective, par exemple, ou la vente à emporter. Restauration collective aussi bien pour les personnes qui déjeunent dans l'espace restauration collective que pour les personnes qui y travaillent en tant que salariés. Les foires, séminaires et salons professionnels, j'en dirai un mot tout à l'heure à propos des précisions du décret. Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé et médico-sociaux. Alors, pour les seules personnes qui accompagnent ou rendent visite aux personnes qui sont accueillies dans ces établissements, ainsi que pour celles qui sont accueillies pour des soins programmés. Les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux, donc ça on l'a vu déjà, sauf cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis. Et enfin, une mesure qui a beaucoup fait l'actualité, sauf décision, on va dire un peu spécifique du préfet, sont concernés les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m² qui, effectivement, doivent aujourd'hui pour leurs usagers, pour certains en tout cas, exiger le pass sanitaire à l'entrée, mais à condition de garantir l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'aux moyens de transport. Et c'est là où toute l'actualité se noue autour de ces mots-là, puisqu'effectivement, d'abord, on a une indication de surface, mais ensuite, on a des indications concernant la gravité des risques de contamination qui justifient effectivement l'instauration du pass sanitaire d'une part, et d'autre part, cette garantie de pouvoir laisser accéder les personnes aux biens de première nécessité. D'où un certain nombre d'annulations d'arrêtés préfectoraux, qui effectivement considérait que l'accès devait être interdit alors que c'était de façon à ne pas permettre l'accès aux biens de première nécessité. Et puis, la deuxième actualité sur le sujet, c'est bien évidemment que lorsque le taux d'incidence baisse dans une localité, le préfet peut aussi supprimer cette obligation. Alors, le décret, face à cette liste générique, apporte des précisions qu'on ne va évidemment pas pouvoir toutes parcourir aujourd'hui ensemble, mais sont concernées notamment par rapport aux activités de loisirs, les salles de conférences, de réunions, de concerts, de spectacles, les cinémas, les musées, etc. Donc, toute une série d'activités, vous vous êtes sans doute reconnus dans l'une ou l'autre d'entre elles. À propos des séminaires professionnels, ce que le décret précise, c'est que sont concernés les séminaires professionnels de plus de 50 personnes lorsqu'ils ont lieu sur un site extérieur à l'entreprise. Ce qui veut dire que quand une entreprise organise une réunion, un séminaire en son sein, à condition bien sûr qu'elle ne soit pas par ailleurs soumise à l'obligation du pass sanitaire de par son activité, mais si une entreprise ne rentre pas dans le champ d'application du pass sanitaire, mais organise une réunion en son sein, peu importe qu'elle ait plus de 50 personnes à réunir, le pass sanitaire n'est pas applicable. En revanche, si elle externalise ce séminaire à l'extérieur, elle aura effectivement à tenir compte de ce seuil de 50 personnes. Les lieux de convivialité sont visés, les discothèques, bars, cafés, restaurants, ça c'est la mesure la plus connue, les lieux de santé, les transports publics et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m². Donc le décret précise évidemment dans chacun de ces périmètres la façon dont il faut entendre la disposition. Alors, la réglementation, on l'a vu, est applicable au public depuis le 9 août 2021, étendue aux personnes qui interviennent dans ces lieux depuis le 30 août 2021, sachant que, à l'occasion justement
de la publication du décret, il a été précisé que quand on parle de salariés ou d'agents publics ou de bénévoles ou d'autres personnes qui interviennent dans ces lieux soumis au pass sanitaire, il ne s'agit que de ceux dont l'activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. Donc, on a ici une précision du fait que la loi est conçue pour éviter le croisement entre les salariés ou les intervenants dans les lieux et le public. À l'inverse, s'il n'y a pas ce croisement, parce que le salarié intervient dans un espace ou à des heures qui ne sont pas accessibles au public, alors le pass sanitaire ne lui est pas applicable à lui. Ce qui amène bien sûr les entreprises, et c'est toute la difficulté de cette loi, à analyser au cas par cas la situation des salariés concernés dans ces établissements et services concernés. La précision du ministère du Travail au sujet de ces dispositions est double. D'abord, on nous dit que par intervenant, il faut entendre les salariés, les bénévoles, ça la loi le disait, mais le question-réponse précise que ça concerne aussi les prestataires, les intérimaires et les sous-traitants qui interviennent dans les établissements concernés, avec évidemment l'exception qui est rappelée d'une activité qui se déroulerait dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d'ouverture. Le question-réponse précise aussi, et c'était une question que bon nombre d'entre vous se posaient, que ne sont pas soumis les personnels qui effectuent des livraisons dans ces lieux. Alors, on pourrait effectivement les qualifier d'intervenants dans les établissements concernés. Néanmoins, s'il s'agit de faire des livraisons ponctuelles, ils ne sont pas concernés par l'obligation de passe sanitaire. De même que pour les intervenants qui y effectuent des interventions d'urgence, il faut entendre par intervention d'urgence des missions ou des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'établissement concerné. Dans ce cas, il n'y a pas d'obligation de passe sanitaire. En revanche, s'il s'agit de travaux plus lourds, du type la réfection d'un bâtiment qui va effectivement amener un certain nombre de personnes à y rester plusieurs jours consécutifs, voire plusieurs semaines, on sera dans le champ de l'obligation du pass sanitaire. De même, si les interventions ne sont pas seulement ponctuelles, mais récurrentes, alors les personnels extérieurs concernés seront bien soumis au pass sanitaire. On a par exemple le cas des agents d'entretien qui se présenteraient tous les jours pour les activités de ménage qui sont soumis au pass sanitaire. Je passe au contrôle par l'employeur de ces dispositions relatives au pass sanitaire. Alors, qu'on parle de la sphère transport ou de la sphère activité autre concernée, dans tous les cas, ce que dit le texte, c'est que l'employeur doit recueillir le justificatif qui lui permettra de s'assurer de la validité du statut de son salarié ou des intervenants au regard de la loi. Si le statut qui lui est présenté n'est pas valable, et on verra juste après techniquement comment ça se passe, alors le cheminement est le suivant. D'abord, on peut aller piocher, vous le savez, dans les jours de repos conventionnels ou de congés payés en accord avec l'employeur. Donc, c'est une première mesure, on va dire, qui est proposée pour laisser aux salariés le temps de se retourner, aller chercher dans les compteurs pour bénéficier d'un certain nombre de jours et régulariser sa situation dans l'intervalle. Ça suppose l'accord des deux parties. Si cet accord n'est pas trouvé ou si le salarié ne souhaite pas de cette solution, alors l'employeur notifie le jour même, nous dit le texte, par tout moyen, la suspension des fonctions ou du contrat de travail. Fonction ou contrat, ça veut dire qu'on peut, le cas échéant, ne pas avoir de suspension si on peut changer de poste de façon temporaire. On le verra aussi après avec les précisions du question-réponse. Lorsque la suspension est notifiée par l'employeur, elle s'opère avec interruption du versement de la rémunération pour effectivement permettre aux salariés de régulariser sa situation dans l'intervalle sans faire peser sur l'employeur un coût qui ne serait pas justifié pour lui. Si l'intéressé fournit le justificatif requis, alors la suspension du contrat prend fin, tout est rentré dans l'ordre. Si à l'inverse, le salarié ou l'intervenant continue à ne pas fournir le justificatif requis, alors, lorsqu'on est dans un rapport d'employeur à salarié, et on verra un peu plus précisément les choses après là-dessus,
l'employeur doit procéder à une convocation à un entretien pour examiner les moyens de régularisation et notamment les possibilités d'affectation temporaire au sein de l'entreprise en fonction notamment de son organisation. Voilà donc le schéma général du contrôle par l'employeur et de la conséquence de la non-présentation du pass sanitaire. Quelques précisions pour aller plus loin sur ces aspects concernant la forme du contrôle. Ce que dit la loi, vous le savez, vous l'avez déjà mis en place, c'est qu'il doit s'agir d'un contrôle qui, normalement, n'amène pas l'employeur à connaître de la nature du document qui procure au salarié ou à l'intervenant son statut valide. Deuxième précision, c'est que l'employeur, qui n'est pas une force de l'ordre, ne peut pas exiger la présentation de documents d'identité, sauf si effectivement les agents des forces de l'ordre se trouvent également présents et l'exigent. Donc ça, ce sont les principes de la loi. Les précisions qu'a apportées le ministère du Travail à ce sujet sont les suivantes. D'abord, le question-réponse rappelle et rassure sur le respect du secret médical en indiquant que l'employeur a connaissance du statut des personnes via le fameux QR code qu'il peut lire à travers l'application Tous Anti-Covid Vérif et qu'il n'a donc pas d'informations précises sur la nature du document qui a permis aux salariés d'avoir le pass. Autrement dit, il ne sait pas par quel moyen le pass est respecté. Si c'est un vaccin, un test, un rétablissement après une contamination, ça sont des informations que le salarié n'a pas à donner puisque le QR code se suffit à lui-même pour conférer le statut de valide. Dérogation à ce principe, pourquoi? Alors, pourquoi une dérogation au principe? Vous le savez, quand un QR code vous est présenté, et c'est vous qui avez subi, on va dire, l'application de la loi depuis son entrée en vigueur, donc vous êtes les premiers sans doute à observer la complexité de cette règle, le QR code qui ne fournit pas d'indication sur la nature du document à présenter, par définition, vous oblige, si le salarié n'a pas présenté un justificatif de statut vaccinal, à réitérer l'opération de contrôle selon une périodicité à définir qui est liée notamment à la durée de vie d'un test PCR ou antigénique, puisqu'on nous dit qu'ils ne peuvent pas excéder 72 heures. Ce qui veut dire concrètement, comme l'employeur n'a pas la connaissance de l'heure à laquelle le test a été réalisé, que l'employeur doit réitérer son opération de contrôle quotidiennement pour vérifier que le salarié il est bien en possession d'un statut valide. Pour éviter cela, ce que dit le ministère du Travail, et d'ailleurs le texte, c'est que le salarié concerné par le pass sanitaire peut présenter à son employeur un justificatif de statut vaccinal pour ensuite permettre à l'employeur de l'avoir visualisé et d'avoir acté que le salarié avait bien en sa possession un schéma vaccinal complet, ce qui évite d'avoir à répéter l'opération. Mais attention, et c'est là où je voulais attirer votre attention, sur le point de la vérification et de la conservation, on a des précisions qui sont données. Lorsque les salariés choisissent de remettre à l'employeur le justificatif de statut vaccinal, l'employeur n'est pas autorisé à conserver la copie du justificatif. Il ne peut pas conserver ni le QR code, ni le document sous forme de copie. Il doit simplement tenir un fichier dans lequel il indique qu'il a effectivement visualisé un document qui permettait de s'assurer du statut vaccinal. Et le document, effectivement, c'est le justificatif de statut vaccinal. Étant précisé également qu'on relève alors, lorsqu'on constitue ce fichier, je vous le rappelle pour conserver le résultat du contrôle et non pas les pièces justificatives en tant que telles, alors on est soumis, bien sûr, au RGPD. Je répondrai à la fin de cet exposé, bien sûr, aux questions relatives à ces domaines-là qui sont sans doute pour vous l'objet de difficultés d'application pratique. Des précisions sur les conséquences du défaut de passe sanitaire. Alors, précision en la matière, d'abord, intéressant effectivement la question qui a été posée dans le question-réponse du ministère, quel formalisme doit respecter la convocation à entretien préalable? Pardon d'utiliser cette notion d'entretien préalable, c'est un lapsus, mais ce n'est pas un entretien préalable à licenciement, évidemment, c'est un entretien préalable à la suspension
pérenne du contrat de travail, en tout cas lorsque la suspension du contrat qui a été notifiée, je vous le rappelle, sur le champ parce que le salarié n'avait pas son pass valide, perdure, plus de 3 jours, l'employeur doit organiser cet entretien et la loi ne prévoit pas sous quelle forme, selon quelle garantie pour le salarié. Le question-réponse répond qu'il n'y a pas d'obligation formelle de tenir effectivement des documents ou un procès-verbal de cet entretien. Néanmoins, un certain formalisme, nous dit le question-réponse, et je cite souvent en italique les précisions pour ne pas transformer le texte, un certain formalisme pourra utilement être respecté afin de limiter les contestations de forme et de fond d'ailleurs, hein, puisque pour prouver que le salarié a bien été convoqué en bonne et due forme, l'employeur doit avoir une certaine traçabilité de cet échange. Donc, le question-réponse préconise effectivement de garder cette trace de l'entretien et il dit aussi qu'il est recommandé de retracer le déroulé de l'entretien lui-même pour arrêter ensuite les éventuelles décisions. Ça, c'est important parce que quand on sait que dans le question-réponse ministériel, il y a aussi l'indication qu'à défaut de présenter un pass, l'employeur et le salarié doivent trouver des solutions et l'employeur doit mettre en œuvre des recherches qui s'apparentent à des recherches de reclassement pour essayer de voir s'il ne peut pas affecter le salarié sur un poste différent qui ne justifierait pas, qui ne nécessiterait pas plutôt de passe sanitaire, alors on comprend l'importance de la traçabilité de cet échange entre l'employeur et le salarié. Question technique aussi, comment l'employeur peut-il organiser l'entretien puisque le salarié ne dispose pas du pass sanitaire et que par conséquent, il ne peut pas être dans les locaux de travail. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Dans ce cadre, le circulaire question-réponse précise qu'il est recommandé de réaliser l'entretien en présentiel dans un lieu qui ne serait pas soumis à l'obligation de présentation du pass et que si ce n'est pas possible, alors on peut imaginer l'entretien en visioconférence à distance. Que faire en attendant la régularisation de la situation? Là, on a vu dans l'immédiat, il y a la prise éventuelle de congés conventionnels, payés, etc. Mais ensuite, que faire? Eh bien, le question-réponse là-dessus nous dit que l'employeur doit imaginer parmi les moyens de régularisation toutes les possibilités. Alors, ça peut être l'affectation temporaire à un poste non soumis à l'obligation ou le télétravail. Et là, c'est vraiment une brèche qui est ouverte, qui peut s'avérer délicate, puisque dans le moment où nous nous trouvons, où le gouvernement nous dit c'est terminé le télétravail à 100%, tout le monde revient en présentiel, on nous dit dans le même temps que les salariés qui ne se soumettraient pas à l'obligation du pass sanitaire devraient se voir proposer des solutions type télétravail. Alors, tout de suite après, le ministère nuance en indiquant que l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter différemment ou de proposer du télétravail, que c'est une simple faculté. Néanmoins, regardez la phrase qui suit, même s'il ne s'agit pas d'une obligation, tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation, car en cas de contentieux, la recherche faite par l'employeur à cet égard aura une incidence dans la solution qu'adoptera le juge. Donc, on renvoie finalement au juge prud'homal, en l'occurrence, le soin de vérifier si les mesures de réaffectation et ou de télétravail ont été examinées. On ne sait pas encore avec quelle sévérité, entre guillemets, les juges apprécieront cela, mais en tout cas, on peut s'attendre, en matière prud'homale notamment, à des divergences d'appréciation selon la juridiction devant laquelle on se trouve, même localement d'ailleurs, hein, il peut y avoir des sensibilités différentes et donc des positions différentes. Donc attention à cette obligation qui n'en est pas une, mais qui effectivement va être prise en compte dans le cadre des contentieux futurs. Si un salarié refuse de présenter un pass sanitaire et que l'employeur est d'accord pour le télétravail, alors on n'a pas de problème de modification du contrat de travail, hein, puisque nous sommes toujours en période d'urgence sanitaire et le télétravail peut être imposé par l'employeur si l'employeur le souhaite. À l'inverse, c'est la situation
contraire qui pose problème, c'est lorsque le salarié le demande et que l'employeur ne le peut pas parce que le poste n'est pas télétravaillable ou ne le souhaite plus parce qu'effectivement, il souhaite revenir à une organisation en présentiel. Donc, toutes ces questions seront l'objet de contentieux riches, je pense, à la fois sur le plan factuel et sur le plan juridique. Pendant la durée de la suspension du contrat, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, le salarié ne perçoit pas de rémunération. La durée de la suspension du contrat n'est pas assimilable à une période de travail effectif, donc il n'acquiert pas non plus de congés payés ni aucun droit légal ou conventionnel qui pourrait être généré par une période de travail effectif. Donc là-dessus, on a à peu près les idées claires. En revanche, quid de la protection sociale complémentaire pendant la durée de la suspension? Vous verrez quand on en arrivera à l'obligation vaccinale tout à l'heure que, s'agissant de cette dernière, le texte est clair. La protection sociale complémentaire continue à courir et c'est même une règle d'ordre public auquel l'employeur ne peut pas déroger. En revanche, cette même précision n'est pas apportée pour les activités soumises au pass sanitaire. Dès lors, on peut s'interroger, est-ce une omission parce que la loi a été adoptée rapidement et qu'effectivement il y a eu un oubli de ce point de vue-là, ou est-ce une véritable volonté de la part de législateur de différencier les deux situations? On ne serait pas tenu par une continuité de la protection sociale complémentaire en matière de pass sanitaire, alors qu'on y serait tenu en matière d'obligation vaccinale. Il faut savoir que la plupart des contrats d'assurance, mutuelle, protection sociale plus lourde, prévoient qu'en cas de suspension du contrat de travail, les garanties s'arrêtent, sauf indication contraire des contrats. En tout cas, ici, il y a un vide juridique qui a donné l'occasion à l'une des associées de notre cabinet, qui est Elisabeth Grosjean, de publier un article sur le sujet que je pourrais éventuellement vous transmettre en même temps que le support s'il est diffusé pour que vous puissiez lire les éléments plus précis au sujet de cette question qui sont un peu techniques et qu'on ne peut pas malheureusement tous aborder ici. Mais en tout cas, voilà, soyez bien attentifs à la différence de texte entre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale à cet égard. Alors, j'en arrive à la question que tout le monde se pose, évidemment, si vraiment la situation est durable au-delà du 15 novembre, par définition, puisque pour l'instant, le pass sanitaire, il est censé s'appliquer jusqu'au 15 novembre. Sera-t-il reconduit ou pas? On ne le sait pas. En tout cas, d'ici le 15 novembre, peut-on rompre le contrat de travail d'un salarié qui, de façon persistante, ne se soumettrait pas au pass sanitaire? Et au-delà du 15 novembre, s'il est prolongé, pourra-t-on tirer la même conséquence de ce refus du salarié? Alors, pour les salariés en CDI, silence total de la loi. Pourtant, dans sa version à l'état de projet, il avait été prévu qu'au bout de 2 mois de non-présentation du pass sanitaire, une procédure de licenciement sui generis pouvait en découler. Le Sénat a refusé d'introduire cette disposition dans la loi qui, du coup, ne figure pas dans le texte définitif. S'agissant des salariés sous CDD, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui avait prévu que les employeurs pouvaient rompre les contrats des salariés sous CDD ou des intérimaires qui refuseraient de présenter le pass sanitaire. Si je lis les deux, c'est qu'il y a un lien, bien sûr. Si le Conseil constitutionnel a censuré cela à propos des salariés précaires, c'est parce qu'il a considéré que, faute de disposition dans la loi sur les CDI, il y avait une différence de traitement qui n'était pas acceptable. Donc ici, on se retrouve face à une distorsion aujourd'hui qui consiste à dire que pour les CDI, la loi ne dit rien. Pour les CDD, la suspension du contrat, nous précise le question-réponse du ministère, ne fait pas obstacle à la fin du contrat. Donc pour un CDD, peu importe que le contrat soit suspendu, si le terme du contrat intervient, il s'arrêtera à son terme, mais pas avant. Pour les CDI, question-réponse du ministère, toujours entre guillemets parce qu'il ne faut pas dévoyer le texte qui est publié. Dans le cas d'une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s'appliquer.
je suis preneuse d'un échange avec vous à l'issue de cet exposé pour voir effectivement ce que chacun peut comprendre dans cette phrase. Il y a deux choses à mon avis. D'abord, situation de blocage persistante. Ça veut dire qu'il faut, et je le rappelle, que l'employeur et le salarié aient échangé et essayé de trouver des solutions. Et ce n'est qu'à défaut qu'éventuellement on peut envisager d'aller vers la rupture du contrat de travail. Et ensuite, quel type de motif et quel type de procédure? Là, absolument aucune indication, si ce n'est renvoi aux procédures au pluriel de droit commun. Est-ce que ce sera un licenciement éventuellement disciplinaire? Est-ce que ce sera un licenciement pour trouble objectif? Je m'adresse au docteur Châtelain, est-ce que ça pourrait être un licenciement pour inaptitude? Les salariés, sans doute, viendront peut-être consulter le médecin du travail pour obtenir, entre guillemets, cette issue-là, qui leur serait peut-être moins défavorable qu'une autre issue. Toutes ces voies sont aujourd'hui ouvertes. Aucune n'est en particulier admise par le législateur. Et le question-réponse du ministère se garde bien de nous donner le motif du licenciement. La seule chose qui ressort clairement de ces précisions, c'est que le licenciement sui generis, il faut oublier. Ce n'est pas un licenciement qui peut être motivé par la non-présentation du pass sanitaire en tant que tel. Il faut étayer ce licenciement par des éléments type absence prolongée qui perturbe l'organisation de l'entreprise, trouble objectif causé à l'entreprise ou, pour les plus téméraires, procédure disciplinaire parce qu'effectivement, il y a une obligation que le salarié ne respecte pas. Donc, avec vos conseils respectifs en droit du travail et avec moi si vous le souhaitez, nous pourrions effectivement affiner ces questions-là pour voir quelle est la meilleure stratégie à adopter et surtout le motif le moins critiquable si on en arrive ensuite à un contentieux prud'homal. Je termine par les sanctions qui sont encourues par l'employeur pour ne pas respecter ces dispositions. Alors, s'agissant des employeurs qui exploitent des lieux ou des établissements ou qui sont responsables d'un événement dans lequel le pass sanitaire s'applique et qui ne contrôlent pas la détention du pass, il est prévu un procédé de mise en demeure par l'autorité administrative qui va demander à l'employeur de se conformer à l'obligation de contrôle et qui pourra, le cas échéant, si la mise en demeure reste sans réponse, ordonner la fermeture administrative du lieu, de l'établissement ou de l'événement concerné pour une durée maximale de 7 jours. Donc, on passera par une procédure de mise en demeure préalable qui peut donner lieu soit à la fermeture administrative, soit ensuite, si le manquement est constaté à répétition, à des amendes ou à même une peine d'emprisonnement. Donc, les sanctions sont relativement lourdes pour un exploitant qui ne respecte pas la nécessité de contrôler la détention des passes sanitaires. Pour les employeurs en tant que tels, qui, à l'égard de leurs salariés, ne respecteraient pas les règles, on a des sanctions qui sont équivalentes. Ce qui est comment qualifier ça, compliqué à accepter par les employeurs, c'est que on a des sanctions si on ne contrôle pas, mais on a également des sanctions si on contrôle trop ou si on contrôle alors qu'on est dans une situation où le pass sanitaire ne s'applique pas. Je m'explique. Si vous contrôlez en faisant du zèle, entre guillemets, c'est-à-dire en gardant la copie des documents médicaux, par exemple, pour pouvoir être en mesure de les présenter aux forces de l'ordre, vous encourez 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende parce qu'il est indiqué dans la loi que vous n'êtes pas autorisé à conserver les justificatifs qui vous sont remis. Vous pouvez exiger seulement leur présentation, on l'a vu tout à l'heure, et leur visualisation, mais pas conserver les documents concernés. Donc ça, attention, c'est assorti de sanctions lourdes. De même, exiger la présentation de l'un des justificatifs dans une situation qui n'est pas soumise à la loi va conduire à 1 an d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende. C'est assez dur pour l'employeur, d'autant que, comme on l'a vu, le texte comporte des zones un peu flottantes sur un périmètre. Je rappelle, par exemple, dans les accès aux lieux publics,
faire la part des choses entre le salarié qui travaille dans les espaces communs au public et aux mêmes horaires que le public et les autres n'est pas forcément tout à fait aisé. Faire la part des choses entre une intervention récurrente et une intervention ponctuelle, c'est pas toujours aisé. Et si l'employeur effectivement se trompe dans l'application de cette analyse, on peut avoir le revers qui est assez difficile à supporter par l'employeur, hein, qui serait la peine d'amende prévue par le texte. J'en arrive à la consultation du CSE, enfin, sur toutes ces mesures de contrôle. Vous l'avez vu, hein, le texte a prévu une dérogation aux règles habituelles qui président à la consultation du CSE. Vous savez, d'habitude, on consulte le CSE avant la mise en œuvre de la mesure, dans un délai qui doit être suffisant pour que le CSE puisse se prononcer, et ensuite on met en œuvre. Ici, bien sûr, à l'instar de ce qu'on avait fait à propos du premier confinement, hein, sur l'activité partielle, ici on dit que les mesures de contrôle peuvent être mises en œuvre d'abord et qu'ensuite, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur de l'information sur ces mesures, le CSE exprime un avis. Donc, c'est une mesure dérogatoire prévue, évidemment, compte tenu de l'urgence et de la rapidité avec laquelle les mesures ont dû être mises en œuvre par les employeurs. Faut-il prévoir dans le règlement intérieur des dispositions? Réponse non, c'est une réponse de question-réponse, hein, du ministère. Les dispositions relatives à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire s'imposent par la loi et elles n'ont pas à figurer dans le règlement intérieur, donc pas besoin de mettre à jour les règlements intérieurs. Dernière partie sur ce pass sanitaire, quid du port du masque? Le décret du 7 août précise que le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes qui ont accédé aux lieux, services, établissements concernés dans les conditions prévues par le décret, c'est-à-dire avec leur passe sanitaire, sauf dans 2 situations, dans les transports ou si le préfet l'exige en raison des circonstances locales. Donc, il faut constamment vérifier les arrêtés préfectoraux pour savoir ce qu'il en est. En ce qui concerne les salariés qui travaillent dans des entreprises dans lesquelles le pass sanitaire va s'appliquer, alors, effectivement, on va normalement appliquer la même règle, sauf si il y a effectivement un arrêté préfectoral ou si, et c'est là un apport du question-réponse par rapport au décret qui ne le prévoit pas, si l'exploitant ou l'organisateur de son propre chef exige le port du masque, nonobstant la présentation du pass sanitaire. Et là, je laisserai la parole rapidement au docteur Châtelain pour nous dire ce qu'elle en pense au niveau de la prévention. Mais c'est vrai qu'en tant que juriste, pour ma part, j'aurais tendance à préconiser la continuité du port du masque dans les lieux clos de travail, même si on a cette possibilité qui résultait d'ailleurs un peu d'un donnant-donnant, hein, qui a été adopté par le législateur en disant l'incitation à la vaccination, ça passe aussi par le fait qu'on allégerait les mesures barrières. Et là, effectivement, les salariés, comme d'ailleurs le public que nous sommes, hein, avions un petit espoir de ne pas porter le masque, finalement, y compris dans les lieux clos. Est-ce bien raisonnable? Je m'adresse au docteur Châtelain. Oui, hein, à l'exception effectivement de l'obligation du port dans ce dont vous avez parlé, hein, les entreprises de transport et puis les entreprises soumises au décret préfectoral. C'est assez, on va dire, ça serait assez naturel de se dire que, vu les efforts fournis avec ce pass sanitaire, il serait logique de laisser un petit peu tomber le masque. Mais compte tenu de l'évolution d'une pandémie qui se fait un petit peu par vague, on est sur la 4e vague. Alors c'est vrai qu'on a atteint le sommet début septembre, alors on est un petit peu sur une déclinaison. Moi, je serais d'avis de le conserver, en tout cas en ce qui concerne les salariés. Le public, c'est encore autre chose, mais en ce qui concerne les salariés, moi, je serais là-dessus, parce que il y a plusieurs raisons. Déjà, on n'est pas complètement sorti de la 4e vague et qu'il y a encore des malades et des contagions. 2, il y aurait une différence en fait entre
on verrait la différence parce qu'il y aurait des personnes, des salariés qui auraient le masque, qui auraient une préconisation de porter le masque. On va dire que ce serait peut-être les personnes les plus vulnérables, mais qui seraient autorisées à travailler avec des aménagements de poste, mais aussi des personnes qui seraient considérées contacts, donc non contaminées avec un test PCR négatif, et qui auraient donc un schéma vaccinal complet et qui pourraient, entre guillemets, ne pas rester à la maison et pouvoir continuer à être en présentiel au travail. Donc, on identifierait visuellement tout de suite certaines personnes. Et je ne suis pas sûre que ça serait une bonne idée au niveau de l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise. Ou alors, il faudrait vraiment travailler là-dessus, sur la communication avec les délégués du personnel, l'employeur, les salariés, etc. Donc, je serais pour le port du masque, en tout cas pendant un certain temps. Si on devait le laisser tomber au niveau des salariés, bien expliquer aux salariés et aux représentants du personnel que peut-être dans quelques temps, il faudrait le remettre. Alors, merci pour ces précisions. On peut ajouter également que depuis la publication du nouveau texte sur les salariés vulnérables le 8 septembre, il est tout frais, qui rappelle en quelque sorte les salariés vulnérables à un travail en présentiel. On a de plus fort peut-être cette obligation effectivement de faire porter aux salariés le masque, dans la mesure où si des vulnérables reviennent en présentiel et sont effectivement mixés avec des non vulnérables, on peut s'attendre à ce que parmi les mesures de protection renforcée qui permet justement le maintien en poste en présentiel des vulnérables, on trouve le b.a.-ba, c'est-à-dire le port du masque pour les personnes qui travaillent au sein des mêmes locaux. Donc pour cette raison également, on peut imaginer, en tout cas dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'entreprise, même si le décret avait encore une fois fait ce cadeau, entre guillemets, excusez-moi de ce terme qui n'est pas très bien choisi, mais en tout cas, cette contrepartie aux salariés qui allaient effectivement opter pour la vaccination, qui était de lever le masque, dans la vraie vie et sur le plan de l'obligation de sécurité, effectivement, ça semble difficilement envisageable, notamment quand on sait par ailleurs, et là, docteur, vous le diriez bien mieux que moi, la vaccination n'empêche pas d'être infecté et pas non plus la transmission. Donc, c'est vrai que cette mesure-là est tout à fait discutable, mais néanmoins, pour être exhaustif dans les textes qui s'appliquent à vous aujourd'hui, il nous fallait vous rappeler cette possibilité qui existe et qui trouve sa source dans un décret. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas seulement une parole du gouvernement ou une annonce publique, c'est dans un texte qui autorise effectivement à considérer que le port du masque n'est plus strictement obligatoire. Alors, merci à toutes les deux. Les questions ont été nombreuses pendant vos interventions. Je vais me faire l'écho de quelques-unes d'entre elles. Et je m'excuse pour toutes celles auxquelles on ne pourra pas répondre ce matin. Alors, j'y vais. Concernant le pass sanitaire, qu'en est-il des apprentis? Est-ce qu'ils sont concernés par l'obligation de pass sanitaire? Oui, le question-réponse répond effectivement positivement à cette question. Si, bien sûr, il travaille dans les conditions qu'on a rappelées tout au long de cette première partie. Étant précisé qu'il y a simplement un différé, le cas échéant, dans la mise en œuvre, puisque si l'apprenti se trouve être mineur, il a jusqu'au 30 septembre pour régulariser une situation au niveau du pass. Donc, ça veut dire que jusqu'au 30 septembre, pour les salariés mineurs, l'obligation ne s'applique pas. À partir du 1er octobre, elle s'appliquera. Ok, merci. Une autre question pour toutes les associations qui reçoivent des personnes malades ou en rémission. Est-ce que ces associations peuvent demander un pass sanitaire à ces personnes-là? Alors, je pars du postulat, si la question est posée, que l'association en soi n'est pas dans un secteur qui est concerné. C'est une association de lutte contre le cancer. Alors, si, effectivement, elle devrait être concernée par l'obligation, sachant que
si j'ai bien compris, la question, c'est de savoir si on peut exiger des visiteurs qui sont malades ou des salariés qui sont malades. Des visiteurs malades. Alors ça, vous savez que ce n'est pas mon domaine de compétence. Hein. Les visiteurs malades, je ne suis pas spécialiste en la matière. Hein. Moi, je suis spécialiste en droit du travail. Donc, pour les salariés, si on est effectivement dans l'une des activités qui sont listées par la loi, il n'y a pas de doute. Pour les visiteurs malades, est-ce qu'on est effectivement dans le champ de la loi qui dit que pour les personnes qui rendent visite alors, à des personnes concernées, ça ne sera pas vraiment le cas ici. Pour les personnes qui, finalement, sont visiteurs au sens utilisateur du service, je suppose. Oui. C'est du public hein, qui est effectivement extérieur à l'entreprise. Et ce public, si on est dans l'activité qui est soumise au pass sanitaire, oui, sera soumis au pass sanitaire. Ok. Alors, il y a énormément de questions qui sont très, très spécifiques. Hein, donc, on ne répondra pas à toutes les questions en fonction des secteurs d'activité. Hein, par manque de temps et par respect pour les personnes qui sont là et les intervenants, on ne peut pas répondre à tout. Vous m'en excusez là. Une question, est-ce que le médecin du travail peut garder une copie de la preuve de la vaccination du salarié ou le QR code dans les dossiers médicaux? Oui, c'est Je vous en prie, docteur. Non, allez-y, maître. Non, allez-y. Pour moi, c'est un élément médical. Hein. Une preuve vaccinale est un élément médical, donc tout comme un courrier médical, tout comme un examen complémentaire. Donc, je peux le garder dans le dossier médical. Il est secret médical. Il est accessible donc aux salariés. Ok. Une dernière question sur le RGPD. Alors, si on utilise une adresse mail spécifique, on l'a tous fait, passe-sanitaire, machin, pour que les salariés envoient leur passe sur du volontariat sans obligation de l'employeur, est-ce que les mails reçus des salariés doivent être supprimés pour respecter la réglementation GPD? Oui, je pense effectivement que c'est une obligation, oui. Ça marche. Je vous propose qu'on continue sur l'obligation vaccinale. Avec Maître Cohen. Oui, merci. Donc, on passe effectivement à quelque chose qui est effectivement beaucoup plus controversé, l'obligation vaccinale, beaucoup plus controversée, mais qui se justifie par la nature des activités qui sont soumises à l'obligation, doivent être vaccinées sauf contre-indication médicale reconnue, donc toujours au sens de l'annexe 2 du décret, les personnes qui exercent leur activité dans certains établissements du secteur de la santé et du secteur médico-social listés par la loi. Donc là encore, je vous fais grâce de l'énumération exhaustive. Néanmoins, dans l'esprit, il s'agit de l'ensemble des établissements de santé, services sociaux et médico-sociaux, dont font d'ailleurs partie les services de prévention et de santé au travail, puisque c'est comme ça qu'ont été rebaptisés les services de santé inter-entreprises. Les hôpitaux, les centres de santé, les maisons de santé, etc. Donc tout ce périmètre-là est assujetti à l'obligation vaccinale et vous le noterez de la même façon que ce qu'on vient de voir pour le pass sanitaire. On a là une cible assez largement visée puisqu'il s'agit des personnes qui exercent leur activité dans ces établissements. Donc, on est au-delà de la notion de salarié obligé lorsqu'on est une personne qui exerce son activité dans ces établissements. Donc, soit on est assujetti par la nature de l'établissement dans lequel on exerce, soit on est assujetti par la nature de la profession qu'on exerce. Et à ce titre, le texte dit que les professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du Code de la santé publique et qui ne travailleraient pas dans un établissement déjà soumis, seraient eux-mêmes soumis par qualité au texte sur l'obligation vaccinale. De même sont soumis les personnes faisant usage des titres de psychologue, psychothérapeute, ostéopathe, chiropracteur. Sont soumis également les étudiants ou élèves des établissements qui préparent à l'exercice des professions assujetties, ainsi que les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les professionnels ou personnes assujetties. Là, j'ai mis de la couleur dans le slide, ce n'est pas anodin, c'est parce qu'effectivement, ça peut poser la question
dans une entreprise lambda, par exemple, qui ne serait pas assujettie au pass sanitaire et qui emploierait un psychologue du travail en interne, eh bien, si ce psychologue du travail est assujetti à l'obligation vaccinale, et c'est le cas puisqu'il fait partie des professionnels de santé qui sont visés, alors les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que lui seraient également assujetties. Il me semble important, parce que cette précision est passée relativement inaperçue, de le mettre en avant pour que vous puissiez revoir un petit peu les analyses que vous avez pu faire et éventuellement intégrer ce point dans les décisions que vous prendrez à l'égard de certains salariés qui, de prime abord, pourraient être considérés comme non concernés, mais qui, par le contact qu'ils peuvent avoir avec des professionnels de santé, pourraient finalement se trouver concernés, non pas seulement d'ailleurs par le pass sanitaire, mais par l'obligation vaccinale. On est bien là dans ce chapitre-là. Les sapeurs-pompiers, marins-pompiers, tous les salariés des services de secours, etc., sont concernés par l'obligation vaccinale. Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire et les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux. Alors, en revanche, ne sont pas concernées les personnes qui sont chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels l'obligation vaccinale s'applique. Donc, on a, pareil, de la même façon que tout à l'heure, on l'a dit à propos du pass sanitaire, une distinction entre la présence récurrente dans un endroit assujetti et la présence très ponctuelle pour y effectuer une tâche elle-même ponctuelle de personnes, auquel cas ces personnes-là échappent à l'obligation vaccinale. Alors justement, à propos de la notion de tâche ponctuelle, le question-réponse du ministère du Travail précise qu'il s'agit d'une intervention très brève et non récurrente, non liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sachant que la logique est que ces personnes-là ne sont pas intégrées dans le collectif de travail et n'exercent pas leur activité en lien avec le public. Par exemple, l'intervention d'une entreprise de livraison ou une réparation urgente. Donc là, on retrouve un point commun avec le pass sanitaire. En revanche, ne sont pas des tâches ponctuelles la réalisation de travaux lourds dans l'entreprise ou l'intervention des services de nettoyage parce qu'elles ont un caractère récurrent. Donc, ce sont les deux seuls exemples qu'on trouve dans les circulaires, mais on peut extrapoler à partir de ces exemples-là et considérer que le critère, c'est le critère de la récurrence ou de l'absence de récurrence de l'intervention. Le question-réponse le précise d'ailleurs, pour les salariés des entreprises extérieures, on retrouve cette notion d'intervention non récurrente pour des tâches de courte durée, auquel cas les concernés ne seraient pas soumis à l'obligation vaccinale. À l'inverse, si c'est du récurrent et des tâches qui vont un petit peu durer, on aura effectivement intérêt à les considérer comme soumis à l'obligation vaccinale. En ce qui concerne le deuxième point sur lequel j'avais attiré votre attention, des personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que des professionnels de santé assujettis, le décret, cette fois-ci, ce n'est pas seulement une question-réponse, mais c'est le décret, précise ce qu'il faut entendre par la notion de locaux. Travailler dans les mêmes locaux, c'est-à-dire travailler dans les mêmes espaces que ceux qui sont dédiés à titre principal à l'activité des professionnels de santé concernés, mais également les espaces où sont assurés en leur présence régulière, c'est-à-dire en la présence régulière des professionnels de santé concernés, les activités accessoires, notamment administratives. Là encore, je vais prendre un exemple concret. Vous êtes dans une entreprise non assujettie à l'obligation vaccinale. Néanmoins, il y a dans les locaux un service de santé au travail ou des psychologues qui travaillent. Si vous avez du personnel qui partage des locaux avec ces professionnels de santé, alors ils sont assujettis à l'obligation vaccinale. Et le texte a précisé que ce n'était pas seulement s'il les partage alors que le professionnel y exerce son activité principale de professionnel de santé, mais ça peut être aussi si ce sont des espaces qui sont dédiés au travail administratif des intéressés. Donc, encore une fois, alerte sur cette situation qui peut éventuellement ramener dans le champ de l'obligation vaccinale des entreprises qui ne se croyaient pas du tout concernées.
Le ministère de la Santé donne un exemple qui est le plus simple, évidemment, hein, les secrétaires médicales qui travaillent au contact de professionnels médecins, par exemple, sont assujettis à l'obligation vaccinale, même si par profession, elles ne sont pas assujetties. Et même si elles ne travaillent pas dans des établissements qui, eux, seraient assujettis. S'agissant des justificatifs admis pour faire valoir son statut au regard de l'obligation vaccinale, je vous passe la parole, docteur Châtelain, pour nous indiquer, en fonction des périodes, les justificatifs qui sont admis. Alors, dans la période du 9 août au 14 septembre inclus, les justificatifs admis, les justificatifs donc, de statut vaccinal, ou par dérogation pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination du Covid-19 ou un certificat médical de contre-indication pouvant être assorti d'une date de validité. Donc, on a dit tout à l'heure que le certificat de rétablissement suite à la maladie du Covid était établi au 11e jour après donc le diagnostic de la maladie jusqu'à la fin du 6e mois. Le certificat médical de contre-indication à la vaccination est établi par un médecin, quelle que soit sa spécialité, et doit être assorti d'une date de validité pour pouvoir connaître la fin de cette contre-indication, si c'est une contre-indication temporaire. À défaut, un résultat d'un examen de dépistage de test antigénique ou d'un autotest de plus de 72 heures, toujours vérifié et authentifié par un professionnel de santé qui le met dans la base du SIEP. Du 15 septembre au 15 octobre, si la personne remet le résultat d'un examen de dépistage de test ou d'un autotest, il doit être accompagné de la justification de l'admission au moins d'une dose d'un schéma vaccinal, si le schéma vaccinal est de 2 doses. À partir du 16 octobre, le justificatif de statut vaccinal ou par dérogation pour la durée de validité, le certificat de rétablissement dont on a parlé tout à l'heure, ou un certificat médical de contre-indication sont les justificatifs admis. Pour ces cas-là, donc pour cette période-là, quelques précisions. Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination sont listés dans le décret. Je vous les donne partiellement. Donc, il y a des contre-indications qui sont liées aux caractéristiques du produit de la vaccination. C'est principalement des allergies documentées. Donc, aux produits qui sont à l'intérieur et qui sont les conservateurs des vaccins. Ce sont des réactions graves, anaphylactiques graves, qui touchent au moins donc 2 organes. Ça peut être aussi des personnes qui ont déjà présenté des syndromes de fuite capillaire. C'est une maladie systémique causée par une hyperperméabilité des capillaires. Et donc, une cause un peu plus rare, mais qui se voit surtout chez les enfants, c'est les recommandations médicales qui incitent à ne pas vacciner en première dose les personnes qui ont déjà fait un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, dont si vous avez déjà entendu parler, donc de la maladie de Kawasaki pour les enfants, dont on a parlé en début de pandémie. Et puis, tout ça doit faire partie des recommandations établies par, on va dire, une concertation médicale pluridisciplinaire quand il s'agit de ne pas effectuer la 2e dose d'un vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère attribué à une première injection. Tout ça, ce sont des contre-indications définitives. Il y a aussi des contre-indications médicales, on va dire, temporaires. C'est donc la survenue d'une myocardite, une péricardite, survenue dans précédemment les vaccinations. Voilà, ça c'est les contre-indications, mais ça relève évidemment de la légitimité et du travail du médecin qui va établir ce certificat de contre-indication. Les personnes assujetties à l'obligation vaccinale peuvent transmettre ce certificat médical de rétablissement ou le certificat de contre-indication au médecin du travail qui en informe l'employeur sans délai dans la satisfaction de l'obligation vaccinale avec le cas échéant le terme d'un certificat
transmis. Le certificat de contre-indication peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme de l'assurance maladie auquel est rattaché le salarié. Voilà, je laisse la parole à Maître Cohen. Merci, docteur. Donc, c'est vrai que dans les secteurs qui sont concernés par l'obligation vaccinale, c'est surtout la période à partir du 16 octobre qui va peut-être durcir un peu les relations, puisque à partir de là, je dirais que l'étau se resserre et que les personnes qui sont inquiètes par rapport à la vaccination et qui n'ont toujours pas été, en tout cas, se faire injecter la première dose, entre le 15 septembre et le 15 octobre inclus, vont être en difficulté pour justifier à partir du 16 octobre de leur statut vaccinal conforme. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on risque d'avoir les premiers contentieux sur le sort du salarié qui, jusqu'au bout, effectivement, n'aura pas souhaité se faire vacciner. Le contrôle qui est opéré à ce sujet, donc par l'employeur, on retrouve un peu les mêmes précisions que tout à l'heure à propos du pass sanitaire, si ce n'est que là, dans ce cas-là, l'employeur, on nous dit, peut solliciter du salarié qu'il présente le justificatif de statut vaccinal en tant que tel, puisque là, on est face à une véritable obligation de vaccination. Alors, on n'a toujours pas le droit de conserver la preuve et le justificatif papier ou le QR code de la vaccination, mais par contre, on peut effectivement exiger la présentation du document, puisque à partir du 15 octobre, du 16 octobre, pardon, seul ce document-là pourra être présenté. Le QR code ne donnant pas d'indication sur l'origine de la validité ne serait plus admis, puisqu'effectivement, à ce moment-là, le test lui-même ne sera plus admis. Alors, il y a une question qui est, que je n'ai pas posée encore tout à l'heure à propos du test, mais on peut le faire ici, qui est la prise en charge du coût du test si effectivement il devient payant. À partir du moment où le gouvernement annonce qu'à la mi-octobre, on aura effectivement ce changement-là et que les tests deviendront payants, certains salariés évoquent l'idée que ça puisse constituer un frais professionnel. Là-dessus, évidemment, pas de précision dans la loi, pas de précision pour l'instant, en tout cas, par le questionnaire du ministère, ni de la Santé, ni du Travail. Donc, on attend effectivement ces précisions le cas échéant. En tout cas, pour ce qui est de l'obligation vaccinale, et j'y reviens, vous aurez noté la coïncidence entre la date à partir de laquelle on ne peut plus se contenter d'un test antigénique, notamment, ou PCR pour les professionnels qui y sont soumis, et l'entrée en vigueur du caractère payant du test. Donc pour, on va dire, cette partie-là, c'est-à-dire l'obligation vaccinale, la question de qui prend en charge le coût du test ne devrait en principe pas se poser, ou plus se poser, à partir du 16 octobre. Pour le pass sanitaire, les choses sont un peu différentes, parce qu'effectivement, si le salarié n'est pas vacciné, ce qu'il peut tout à fait ne pas être, en présence d'un pass sanitaire, puisque même au-delà du 16 octobre, on aura la possibilité de présenter un seul test sans justificatif de statut vaccinal, la question peut-être se posera. Dans les entreprises ou structures soumises à l'obligation vaccinale, qui contrôle? Eh bien, il s'agit bien sûr de l'employeur lorsque les personnes dont on parle sont placées sous sa responsabilité. Si pour les professionnels de santé qui ne sont pas rattachés à un contrat de travail ou à un employeur en particulier, la question du contrôle se pose, alors c'est l'ARS qui va contrôler le respect de l'obligation vaccinale. Dans les deux cas, ni l'employeur ni l'ARS ne peuvent conserver les résultats, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, et dans les deux cas, ils doivent s'assurer de la conservation sécurisée du document qui trace le résultat des vérifications jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Comment s'opère le contrôle de l'employeur en matière d'obligation vaccinale? En tout cas, comment s'opère plutôt le cheminement de la suspension du contrat de travail si jamais l'obligation vaccinale n'est pas remplie?
on retrouve bien sûr des points communs avec le pass sanitaire. Si le constat par l'employeur est fait qu'un salarié ne peut plus exercer, parce que le texte lui interdit d'exercer, son activité du fait du non-respect de l'obligation vaccinale, il doit en informer sans délai le salarié et lui indiquer quelles seraient les conséquences qui pourraient en découler sur son emploi, ainsi que les moyens de régulariser sa situation. De la même manière que tout à l'heure, on peut avoir ce petit temps intermédiaire d'utilisation de jours de repos ou de congés, mais si ça ne suffit pas ou s'il n'y a pas d'accord des parties, alors le contrat de travail est suspendu avec interruption de la rémunération. Cette suspension, comme pour le pass sanitaire, ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif et n'ouvre donc aucun droit, notamment ceux qui sont acquis avec l'ancienneté. Et là, pour le coup, par contre, pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il y a vraiment une très grande différence dans le texte entre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, ou pour la protection sociale complémentaire, on me dit pour l'obligation vaccinale qu'elle est conservée, ce qui veut dire effectivement que le cours de la mutuelle ou le cours des garanties en matière de protection sociale ou de retraite, par exemple, ne peuvent pas être interrompus. Question pratique qui peut se poser du coup, c'est qu'à partir du moment où le salarié est en suspension de contrat de travail et ne perçoit plus de rémunération, comment peut-on opérer le précompte des cotisations qui incombe au salarié lorsqu'en tout cas la cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié? Eh bien, classiquement, dans ce domaine, le salarié fait, l'employeur, fait le cas échéant une paye négative parce qu'il faut effectivement bien précompter les cotisations du salarié et la régularisation de cette paye négative sera opérée lorsque le salarié reprendra son activité. On pourrait imaginer solliciter le salarié pour lui demander de régler directement ses cotisations pendant cette période, mais on sait qu'en pratique, c'est assez souvent vain. En droit, la possibilité existe. En pratique, le salarié ne verse que très rarement, spontanément, les cotisations dues à ce titre-là, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est également ouverte. Donc, j'insiste sur le fait que ça, c'est vraiment un point différenciant entre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Le protocole national de sécurité applicable en entreprise prévoit, à l'instar de ce qu'on a vu sur le pass sanitaire, des précisions sur la situation du salarié qui ne se soumettrait pas à l'obligation vaccinale. Et là, on a l'indication, comme tout à l'heure, d'une idée qu'il faut trouver, par le biais d'un dialogue entre le salarié et l'employeur, les moyens de régularisation de la situation et il faut retracer par écrit ces échanges en vue d'un éventuel contentieux. Le salarié qui ne veut pas prendre des jours de repos ou ne peut pas en prendre doit, le cas échéant, être réaffecté. Alors, quand je dis doit, c'est plutôt peut, le cas échéant, être réaffecté sur un autre poste ou travailler à distance lorsque c'est possible. Donc, on a ce bras de fer, entre guillemets, qui peut s'instaurer, comme en matière de passe sanitaire, sur le point de savoir jusqu'où va le curseur de l'obligation de l'employeur sur ces modalités alternatives d'exécution du contrat en cas de non-soumission à l'obligation vaccinale, qui va d'ailleurs, cette précision du ministère, un petit peu en contradiction avec l'objectif de la loi qui est de vacciner, en tout cas tous les professionnels de santé qui sont concernés ou tous les salariés non professionnels de santé qui travaillent dans ces sphères-là. On est véritablement face à une obligation vaccinale. Donc dire d'un côté, il y a une obligation vaccinale légale, mais d'un autre côté, l'employeur doit trouver des solutions alternatives si jamais cette obligation vaccinale n'est pas remplie, n'apparaît pas forcément tout à fait cohérent dans le dispositif. Néanmoins, comme je vous le disais, cela relèvera de l'appréciation des juges en cas de contentieux. En ce qui concerne le défaut de vaccination pérenne, ou en tout cas répété, et un salarié qui afficherait clairement son absence totale de volonté de se soumettre à la vaccination, y aura-t-il une cause de rupture du contrat de travail facilitée, entre guillemets, dans le cas de l'obligation vaccinale? Réponse non, pas forcément, puisque le question-réponse du ministère du Travail
apporte strictement la même réponse que pour le pass sanitaire, hein. Dans le cas d'une situation de blocage persistant entre les parties sur le refus de se soumettre à la vaccination, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s'appliquer. Alors, on a peut-être le sujet sera plus facile, entre guillemets, à traiter devant une juridiction, s'agissant d'une obligation vaccinale, plutôt que d'un pass sanitaire, puisque, effectivement, par profession, on a dans ces domaines-là des précédents, hein. Il y a déjà eu des obligations de vaccination sur certains professionnels de santé, concernant notamment l'hépatite B, et c'est un exemple, mais le docteur Châtelain en parlerait beaucoup mieux que moi. Il y a déjà des précédents là-dessus, hein, sur des obligations de vaccination non respectées par les professionnels de santé qui ont pu, par le passé, autoriser l'employeur à des ruptures de contrat parce que le salarié ne respecte pas une condition sine qua non de l'accomplissement de sa mission. Donc, on est quand même sur un terrain qui peut-être sera plus aisé à démontrer par l'employeur en termes de bien fondé, en tout cas, de la rupture du contrat. Ne serait-ce aussi parce que, contrairement au pass sanitaire, l'obligation vaccinale, elle, est inscrite dans la loi pour ces professionnels de santé, en tout cas de façon pérenne. Ça ne s'arrête pas au 15 novembre. Oui, alors c'est quand même un petit peu différent, c'est un petit peu nouveau parce que en ce qui concerne les autres obligations vaccinales des personnels de santé, ils sont instaurés à l'issue de la formation initiale, enfin à l'issue, au départ, au niveau de la formation initiale. Donc en fait, l'employeur qui emploie du personnel de santé déjà formé est déjà quasi certain d'avoir toutes les obligations vaccinales justifiées. Quant à ce nouveau vaccin, c'est quand même c'est pas le cas. Oui, pour l'employeur, ce n'est pas effectivement la même configuration à la base. Pour les salariés, c'est également nouveau et ça s'impose alors que ce n'était pas dans les prévisions, ou en tout cas dans leurs prévisions au moment où ils se sont engagés. Donc j'entends bien effectivement cette différence de contexte et de situation. Sur le plan juridique, en tout cas, j'assimilais ces deux situations parce que dans les deux cas, il y a maintenant une obligation vaccinale. Donc cette obligation vaccinale ne peut pas être suppléée par d'autres moyens alternatifs. C'est la conclusion à laquelle on peut arriver. Alors, deux précisions peut-être. D'abord, sur la question de la suspension du contrat de travail, j'y reviens. Je reviens un petit peu en arrière, je m'en excuse, mais au moment où la suspension du contrat de travail avec interruption de la rémunération est prononcée, il y a une précision du ministère de la Solidarité et de la Santé qui nous dit que cet acte de suspension du contrat de travail n'est pas un acte disciplinaire de la part de l'employeur. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de respecter le process de la procédure disciplinaire instaurée dans ces établissements-là pour parvenir à la suspension du contrat de travail. Ce n'est que l'application de la loi et la conséquence de l'interdiction d'exercer qui s'illustre là, mais il n'y a pas à mettre en place la procédure disciplinaire. Voici ce que dit le ministère de la Santé à propos notamment des établissements sociaux, médico-sociaux. Le ministère du Travail, lui, ne se prononce pas sur le caractère disciplinaire ou non, et a fortiori, personne, ni le ministère du Travail, ni le ministère de la Santé ne se prononce sur le caractère disciplinaire ou non que revêtrait une rupture du contrat de travail pour cette raison. Donc là encore, une réflexion doit être conduite avec vos conseils respectifs pour parvenir à identifier le motif qui est le plus acceptable sur le plan juridique et le plus défendable en cas de contentieux. Pour les salariés sous CDD, la loi se prononce en disant que lorsque le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application de la règle qu'on vient de voir, alors il prend fin au terme du contrat prévu sans que la suspension du contrat n'en prolonge la durée. Donc là, la non-vaccination autorise effectivement les employeurs de contrats précaires à considérer que le contrat prendra fin à l'issue du terme prévu par le contrat. Il y a associé à la non-vaccination des conséquences spécifiques pour les professionnels de santé, puisque le texte précise que lorsque l'employeur
où l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer pour les raisons qu'on a vues, depuis plus de 30 jours, alors le Conseil national de l'ordre doit être informé. On ne sait pas encore, et c'est en cours de détermination, ce que le Conseil national de l'ordre fera de cette information. En tout cas, il est prévu que l'employeur informe le Conseil national de l'ordre en cas de non-réalisation de l'obligation vaccinale. Quelles sont les sanctions encourues par l'employeur qui ne contrôlerait pas? On est dans ce cas-là, l'obligation vaccinale, sur une sanction qui est une amende telle que prévue pour les contraventions de 5e classe. Et l'amende de 5e classe s'élève à 1 500 € pour les personnes physiques, 7 500 € pour les personnes morales. Le texte nous dit aussi qu'il est possible de mettre en œuvre la procédure de l'amende forfaitaire. J'entends par là, quand on dit il est possible de mettre en œuvre, c'est que les autorités de police peuvent mettre en œuvre l'amende forfaitaire, un peu à l'instar de ce qui se passe au niveau de la circulation. Hein. Vous pouvez avoir des amendes forfaitaires qui vous sont notifiées, eh bien ce sera la même chose et qui diminue un peu le quantum, puisque l'amende forfaitaire, si vous la payez tout de suite, c'est 1 000 €. Si vous attendez, c'est de l'ordre de 1 200 à 1 300 €. Et là encore, si la violation de l'obligation de contrôle est répétée à 3 reprises dans un délai de 30 jours, à ce moment-là, les peines augmentent et on passe sur une peine d'emprisonnement d'1 an et ou une amende de 9 000 €. Donc là encore, sanction très lourde encourue par l'employeur qui ne mettrait pas en place une procédure de contrôle de l'obligation vaccinale. Alors, je ne l'ai pas dit encore, mais c'est l'occasion de le faire ici. Ce sera valable pour le pass sanitaire comme pour l'obligation vaccinale. Hein. Vous noterez que le texte sanctionne l'employeur pour ne pas avoir mis en place une procédure de contrôle. Par contre, l'employeur qui n'a pas le droit de conserver les documents justificatifs individuels par salarié peut évidemment pas se voir reprocher de n'avoir pas contrôlé tel ou tel salarié. Il peut se reprocher de ne pas avoir mis en place une procédure de contrôle. Ça, c'est la première hypothèse de sanction possible. Et ou, si les agents de la force de l'ordre se présentent et qu'ils constatent qu'au sein de l'entreprise, il y a des salariés qui n'ont pas le pass ou l'obligation vaccinale justifiée, à ce moment-là, ça veut dire, pardonnez-moi l'expression, mais qu'il y avait des trous dans la raquette de la procédure de contrôle de l'employeur et que celui-ci a laissé passer des personnes qui, normalement, n'auraient pas dû entrer et prendre leur poste. Et là encore, on peut avoir la sanction de l'employeur illustrée par le fait que, effectivement, le salarié présent dans les locaux de travail s'y trouvait indûment, puisque sans possession du justificatif requis. Vous le savez aussi, je ne l'ai pas repris dans le support, mais les salariés eux-mêmes ou les professionnels de santé eux-mêmes encourent des sanctions à titre personnel hein, pour ne pas être en règle vis-à-vis de ce pass sanitaire ou de cette obligation vaccinale. Donc il y a d'un côté la sanction directe du contrevenant personne physique et d'un autre côté la sanction indirecte de l'employeur qui n'aurait pas contrôlé dans le respect de la loi. En ce qui concerne la consultation du CSE sur l'obligation vaccinale, les termes sont exactement les mêmes que pour le pass sanitaire. Hein, obligation de consultation, oui, mais aménagée pour permettre la mise en place des mesures de contrôle et la consultation dans le mois qui suit la mise en place des mesures de contrôle. Pour le règlement intérieur, même chose que tout à l'heure, pas d'obligation d'insertion dans le règlement intérieur d'une précision à l'égard de l'obligation vaccinale. Je fais un arrêt ici pour laisser place aux questions et nous aurons à terminer sur les précisions communes aux deux dispositifs, ce qui ira assez vite hein, puisqu'on a déjà anticipé beaucoup sur cette partie-là. Maître Cohen, vous pouvez reprendre votre souffle quelques secondes. Alors, quelques questions, beaucoup de questions évidemment. Quelques questions que je peux regrouper autour de la suspension du contrat de travail. Combien de temps peut durer la suspension du contrat de travail et est-ce qu'on peut prévoir une durée de suspension de contrat pour un salarié qui ne remplit pas l'obligation vaccinale dans la mesure où cette obligation perdure après le 15 novembre? Alors, pour la première question, quelle est la durée de la suspension? Il n'y en a pas,
puisque la loi nous dit effectivement que la suspension du contrat, c'est la règle pour un salarié qui n'aurait pas de passe sanitaire. Et on a également l'indication que si elle dure au-delà de 3 jours, il faut seulement, entre guillemets, prévoir un entretien et prévoir des mesures alternatives. Par contre, il n'y a pas de date de fin à cette suspension de contrat de travail. Et d'ailleurs, je préconise qu'il n'y en ait pas de date de fin parce qu'on pourrait avoir sinon un glissement vers une sanction disciplinaire qui serait effectivement une sanction pécuniaire. Donc pour moi, j'aurais tendance à répondre que la suspension va durer le temps que durera la tolérance de l'employeur par rapport à la non-présentation du pass ou de l'obligation vaccinale. Si au-delà d'une certaine durée, il considère que le contrat ne peut plus se poursuivre parce qu'effectivement tous les efforts faits ont été examinés, ou plutôt tous les efforts faisables ont été examinés et que le salarié continue à ne pas justifier, alors il peut aller vers la rupture du contrat de travail. Mais il n'y a pas de notion de durée. Je vous l'ai dit par contre, dans le texte qui était censé être adopté au démarrage, il y avait une notion de 2 mois. Donc on peut s'en inspirer peut-être, mais ce n'est pas en tout cas aujourd'hui repris dans le texte légal. Donc de 2 choses l'une. Dans un premier temps, il y a la suspension du contrat avec la suspension de rémunération, la recherche de solutions, de réaffectation, etc. Et à la fin, éventuellement, une décision de l'employeur qui dit « ça a trop duré, je romps le contrat de travail », mais cette durée n'est pas précisée. Ou alors, deuxième possibilité, jusqu'au 15 novembre, en tout cas en ce qui concerne le pass sanitaire, on patiente parce qu'on ne sait pas si le pass sanitaire va être reproduit, prolongé après. Donc, il serait peut-être effectivement prématuré de rompre des contrats, alors qu'au 15 novembre, cette obligation s'arrêtera peut-être. Cela étant, ça dépend vraiment de chaque activité, parce qu'il y a des activités ou des TPE dans lesquelles, ou des PME dans lesquelles, le 15 novembre, c'est déjà très loin et on ne peut pas se passer du personnel sur son poste. Merci pour votre réponse. On enchaîne sur une autre question. Les salariés d'une entreprise A sont envoyés en mission dans une entreprise B et celle-ci est soumise au pass sanitaire. Et on dit à l'entreprise A, soit tu viens avec un pass sanitaire, soit tu ne viens pas. Donc, première question, quelle attitude peut adopter l'entreprise A vis-à-vis de ça? Question 2, à qui incombe le contrôle? Alors, merci pour cette question qui va permettre effectivement de voir ce que le questionnaire de l'administration précise à ce sujet. Lorsque le responsable de l'établissement visé par l'obligation de présentation du pass sanitaire n'est pas lui-même l'employeur, qui est en charge du contrôle? Ça rejoint la question qui est posée, me semble-t-il. On nous dit dans ce cas que seul le responsable de l'établissement est autorisé à procéder au contrôle. Autrement dit, l'employeur du salarié qui est envoyé dans un établissement qui est assujetti au contrôle ne serait pas directement en charge du contrôle. Par contre, il doit prévenir le salarié que ce sera une obligation à l'arrivée chez le client ou chez l'entreprise effectivement dans laquelle il exercera son activité et des conséquences sur la relation de travail si jamais il n'a pas le justificatif à l'arrivée. Donc, première précision. Deuxième précision, l'employeur peut également informer ses salariés de la possibilité, s'ils le souhaitent eux-mêmes, de lui présenter un document justificatif pour que lui puisse être sûr effectivement que ses salariés peuvent travailler dans les conditions qui seront requises par l'établissement d'accueil. Donc, vous le voyez, 2 modalités. Soit on laisse l'entreprise A, qui n'est pas soumise, laisse totalement à l'entreprise B le soin du contrôle, mais l'entreprise A prévient les salariés que s'ils n'ont pas leur passe ou leur obligation vaccinale, ça aura des conséquences sur la relation de travail. Soit l'employeur lui-même propose aux salariés de pouvoir justifier auprès de lui pour que lui puisse justifier auprès de l'entreprise B. Ok. Autre question, on a dit tout à l'heure que l'obligation vaccinale ne pouvait pas être inscrite dans le règlement intérieur, ce n'était pas obligé qu'elle soit inscrite dans le règlement intérieur. Est-ce qu'il existe une procédure pour informer officiellement les salariés de l'obligation vaccinale? Alors, une procédure en tant que telle, non, mais des notes sous différentes formes, type note de service, note diffusée sur l'intranet, toute forme est possible, évidemment, et je crois que, pour le coup, ce qu'il faut bien
marqué, c'est l'obligation de l'employeur d'informer ses salariés. Ça, c'est une certitude. Hein. L'information, il faut qu'elle passe par l'employeur pour la bonne et simple raison que d'abord, on considère que les employeurs sont un peu le vecteur quand même de l'application de ces dispositions en entreprise. Et deuxièmement, parce que l'employeur doit prévenir et exécuter le contrat de bonne foi en ayant prévenu le salarié de l'obligation dans laquelle ils vont se trouver. De la même façon, j'en profite pour dire que le salarié lui-même doit être de bonne foi. Et vous voyez s'afficher là une autre précision du ministère qui nous dit que si le salarié se sait en violation de son obligation, il a l'obligation d'en informer l'employeur. Sinon, effectivement, l'employeur pourrait considérer qu'il a tenté, ce salarié, d'aller se présenter chez un client ou dans un établissement dans lequel le pass ou l'obligation était requise sans être en règle. Et ça, on considère, en tout cas du point de vue du ministère, que ça pourrait être une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Donc, il y a une information dans les deux sens, de l'employeur vers les salariés, la forme est libre, l'essentiel est de pouvoir tracer, et du salarié vers l'employeur, lorsque l'employeur n'est pas l'établissement dans lequel s'applique le pass sanitaire ou l'obligation, et que le salarié se sait en infraction vis-à-vis du tiers. Ok. Encore 2 questions et puis on va passer à la suite. Le certificat de contre-indication au vaccin peut être délivré, on l'a dit, par n'importe quel professionnel de santé. On est bien d'accord avec ça? Oui. Ouais. Médecin, pas n'importe quel professionnel, mais médecin. Médecin. Okay, Médecin, oui, bien sûr. Ok, ça répond à la question. Et puis, dernière question. Alors, que faire dans le cas où le salarié soumis à l'obligation vaccinale et la refuse exerce un abandon de poste avant que son employeur n'ait eu le temps d'effectuer un entretien préalable? Alors, exerce un abandon de poste, ça veut dire effectivement quitte son poste sans préciser les raisons. Donc là, on aura à mettre en œuvre la procédure de droit commun, sans vouloir emprunter les mêmes termes que ceux du gouvernement. Mais en tout cas, ce que j'entends par là, c'est que si le salarié n'est plus à son poste, l'employeur doit le mettre en demeure de justifier de cette absence. Parce que l'abandon de poste, ça peut être pour une toute autre raison, hein, en l'occurrence. Donc, il faut que l'employeur mette en demeure le salarié d'expliquer pourquoi il a quitté son poste. De deux choses l'une, soit effectivement, il est parti parce qu'il se savait en infraction par rapport à l'obligation et l'employeur va embrayer sur la procédure officielle qui est prévue par le texte le concernant, soit le salarié, il a quitté son poste sans rien dire pour des raisons qui sont complètement indépendantes de cette réglementation. Et là, on est sur, là encore, le traitement droit commun, c'est-à-dire que le salarié doit être à son poste ou justifier effectivement de la raison de son absence. Donc, mise en demeure et licenciement pour abandon de poste possible, mais attention à manier avec précaution s'il y a une concomitance entre le moment où on lui demande de justifier et le moment où il part, parce que là, on est plus dans la suspension du contrat sans rémunération que dans la faute disciplinaire abandon de poste. Merci pour ces précisions. Il y a encore moult questions, mais on va continuer sur la suite du webinaire. Alors, suite et fin, beaucoup plus rapide. Pour préciser l'autorisation d'absence liée à la vaccination, donc qui a été instaurée dans la loi au profit de tous les salariés et des agents publics qui sont faites donc ces autorisations pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination sans diminution de salaire et avec une assimilation à du temps de travail effectif. Donc ça, évidemment, c'était pour inciter les salariés à pouvoir se vacciner à tout moment. Précision du ministère du Travail, évidemment l'employeur, puisque cette absence est faite pour aller à la vaccination, peut demander au salarié de justifier de son absence. Donc, par exemple, lui demander la confirmation d'un rendez-vous de vaccination en amont ou après la réalisation de l'absence. Aucune durée précise n'est fixée pour ça. On dit que ça doit correspondre à une durée raisonnable qui dépend notamment du temps de trajet que le salarié aura pour aller vers le centre de vaccination depuis son domicile ou depuis son lieu de travail. Le salarié, nous dit le protocole de sécurité, est invité à se rapprocher de son employeur pour déterminer la meilleure façon d'organiser cette absence, c'est-à-dire de la façon la moins perturbante pour l'activité de l'entreprise. Mais là encore, on est en bonne intelligence sur des solutions négociées entre les employeurs et les salariés. La loi prévoit aussi, il faut le savoir, que cette autorisation d'absence est accordée au salarié qui veut accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge pour aller se faire vacciner.
Par contre, le temps passé pour aller réaliser un test, lui, n'est pas traité de la même manière. C'est-à-dire que si le salarié qui devait présenter un test antigénique n'en a pas et veut vite aller à la pharmacie du coin pour s'en faire délivrer un, ce temps-là n'est pas, en tout cas pas légalement, considéré comme du temps de travail. Autrement dit, c'est là encore la pratique des entreprises qui va créer la règle. Soit elles considéreront que c'est un temps qui ne doit pas être déduit de la rémunération, soit au contraire, elles ont la possibilité de le faire. Elles considéreront que dès le départ du salarié pour aller chercher le test, la rémunération peut être interrompue. Vous savez qu'une retenue sur salaire, ça peut être, le cas échéant, fait à l'heure. Hein, donc, on peut très bien avoir des heures de retenue sur salaire le temps que le salarié revienne. Précision sur le contrôleur dans l'entreprise, rapidement, puisque toute cette réglementation a amené les responsables du contrôle en tant que personne morale ou personne, en tout cas légalement représentante de la structure, à déléguer ces tâches à des salariés. C'est tout à fait possible, nous dit le ministère. On peut déléguer à des salariés, mais alors il faut habiliter nommément les personnes qui seront autorisées à procéder au contrôle et tenir un registre qui détaille les personnes ainsi habilitées, ainsi que les jours et horaires de contrôle effectués par ces personnes. Donc, on a un formalisme à mettre en place pour qu'en cas de contrôle du contrôleur, cette fois-ci, c'est-à-dire si les forces de l'ordre viennent dans l'entreprise pour vérifier si, oui ou non, la procédure des contrôles est en œuvre, il faut être à même de présenter ce registre, dire l'identité des personnes qui contrôlent et dire les moments auxquels elles pratiquent ces contrôles. Peut-on demander à un salarié d'utiliser son propre téléphone pour utiliser l'application Tous Anti-Covid Vérif, par exemple? Le texte dit que, par principe, c'est l'employeur qui doit fournir les moyens, et notamment le téléphone qui permettra l'accès à l'application. Néanmoins, si le salarié est d'accord, on peut se mettre effectivement en accord pour qu'il utilise son propre téléphone, à condition que toutes les charges, et notamment les frais, soient prises en charge par l'employeur. Si c'est un salarié qui est chargé du contrôle, attention, nous dit le protocole de sécurité, les employeurs doivent porter une attention particulière aux salariés parce qu'évidemment, ils sont éventuellement pris à partie ou en tout cas pas forcément appréciés de la part de leurs collègues sur qui ils vont opérer les contrôles. Donc, on dit qu'il faut, notamment dans l'évaluation des risques, intégrer ce risque-là, que le salarié contrôleur puisse être en situation de risque spécifique lié à la fonction qui lui a été confiée. Donc, il faut mettre en œuvre des moyens pour veiller à la sécurité des salariés concernés. Il y a des précisions aussi sur le contrôle des obligations prévues pour les salariés intérimaires, où on nous dit clairement que c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il revient d'apprécier effectivement la validité du pass pour les salariés intérimaires qui pénètrent dans ces locaux. L'entreprise de travail temporaire, elle, doit informer ses salariés de l'obligation qu'ils auront une fois qu'ils seront présents chez l'utilisateur. Et le question-réponse va même plus loin en disant que si l'entreprise de travail temporaire sait qu'elle doit affecter un intérimaire dans une entreprise soumise à l'obligation vaccinale, bien sûr, elle doit veiller à ce que les salariés soient bien en règle vis-à-vis de leur obligation vaccinale. Et enfin, qui est le contrôleur du contrôleur? J'ai posé cette question avec un peu d'humour pour dire qu'effectivement, dans les entreprises, se pose la question de savoir qui va venir les contrôler par rapport à la procédure de contrôle. La Direction générale du travail a à cet égard adopté une position qui est claire. L'inspecteur du travail n'est pas l'autorité compétente pour contrôler une loi de santé publique. Donc, ce n'est pas l'inspecteur du travail qui va venir chercher l'employeur sur les questions de modalités de contrôle, mais cela relève bien de la compétence de la police et de la gendarmerie. Ce qui pose d'ailleurs la question de savoir si les autorités de police peuvent à tout moment, sans mandat notamment, pénétrer dans un lieu privé qui est une entreprise. Je referme cette parenthèse, mais en tout cas, en ce qui concerne le rôle de l'inspection du travail, il n'est pas prévu en la matière. En revanche, bien sûr, l'inspecteur du travail reste toujours compétent pour l'information consultation du CSE,
pour voir si les conditions d'exercice des mandats de représentants du personnel sont bien respectées pour l'évaluation des risques. Et il pourrait, avec sa casquette de contrôleur en matière de prévention des risques, peut-être venir indirectement sur le terrain du pass sanitaire ou de l'obligation vaccinale. Mais en tout cas, il ne contrôle pas la procédure de contrôle. J'en profite, puisqu'on parle de représentants du personnel, pour évoquer la situation de ces derniers en matière de suspension de contrat de travail. La suspension du contrat de travail d'un salarié représentant du personnel n'entraîne pas, vous le savez, la suspension du mandat. Et c'est ce à quoi effectivement répond l'une des questions question-réponse du ministère du Travail. J'essaye de la retrouver, mais en tout cas, vous le verrez dans les textes. Le mandat du représentant du personnel n'est pas suspendu. Il peut donc continuer à exercer ses mandats, nonobstant la suspension du contrat. Par contre, si il exerce son mandat dans un lieu où le pass sanitaire est obligatoire, évidemment, il devra présenter son pass sanitaire lui aussi pour être dans le lieu en toute sécurité. Mais par contre, la suspension du contrat ne l'empêche pas d'exercer son mandat. C'est le principe général qui s'applique ici. Dernière précision peut-être aussi sur la suspension du contrat de travail. Un salarié qui intervient dans plusieurs lieux, dont seulement certains sont soumis à l'obligation vaccinale ou de présentation du pass sanitaire, et qui refuse de présenter les justificatifs, peut-il voir l'ensemble de son contrat suspendu? Réponse non, puisque l'employeur doit scrupuleusement dissocier les parties de son activité pour lesquelles le pass ou l'obligation s'impose, où là, la suspension s'appliquera, et les autres parties pour le laisser continuer à travailler pour ces autres parties de sa prestation, ce qui peut aboutir à un casse-tête pour les entreprises, évidemment, cette dissociation entre les deux typologies d'activité. Je reste à votre disposition pour les questions supplémentaires s'il y en a, et je vous remercie en tout cas de votre attention. Et on s'excuse, je pense, collectivement pour le débord, effectivement, par rapport au temps imparti, mais je pense que le sujet était vaste. À votre disposition pour les questions, les dernières qui pourraient rester en suspens. Alors, merci, Maître Cohen. Votre intervention était très complète. Des questions sont revenues, mais je pense que c'est des questions auxquelles on a déjà répondu dans la première partie qui concerne le pass sanitaire. Donc, je pense qu'en revoyant le replay et en relisant le support, ça devrait répondre à une bonne partie des questions. J'essaye de lire les questions en même temps. Ma tête est prête à exploser. Juste peut-être une précision, juste pour être sûr. Est-ce qu'on est bien d'accord que l'obligation vaccinale n'est pas bornée dans le temps alors que le pass sanitaire l'est? Alors oui, c'est ce qui ressort du texte, mais je suis comme vous un petit peu dubitative. Cela étant, dans le texte, il est clairement indiqué que l'obligation effectivement de pass sanitaire s'appliquera à ce stade, en tout cas jusqu'au 15 novembre. Pour l'obligation vaccinale, c'est beaucoup plus flou. Ok. D'où pardon, ma lecture qui est de considérer que à partir du moment où le texte évoque une période postérieure au 16 octobre, qui normalement doit amener les salariés à n'avoir plus qu'une seule possibilité de justification par le vaccin, j'allais dire, le vaccin, il sera fait. Donc, est-ce qu'on sera toujours obligé d'en justifier après le 15 novembre? Je n'en sais rien, mais si vous me passez l'expression, le coup sera parti. Donc, la question de savoir si l'obligation vaccinale va perdurer au-delà du 15 novembre, finalement, pose aussi la question de savoir si le salarié assujetti à l'obligation vaccinale va faire le pari du 15 novembre, disposition abrogée ou pas abrogée, et en attendant ne pas être vacciné, parce que c'est quand même, entre guillemets, l'étau se resserre, comme on l'a vu tout à l'heure, entre le 16 octobre plus précisément et le 15 novembre, il n'a plus le choix, il faut qu'il présente ce justificatif de vaccin. Aujourd'hui, l'obligation vaccinale est destinée à un certain nombre de professionnels, on l'a vu avec vous. Est-ce que vous pensez que cette obligation vaccinale va s'étendre à d'autres secteurs d'activité ou à d'autres professions? Alors, c'est annoncé avec un point d'interrogation. Effectivement, le gouvernement s'interrogeait pas plus tard qu'hier sur une extension de l'obligation vaccinale, oui.
Le ministère du Travail répond que pour l'instant, il n'est pas envisagé de l'étendre dans les entreprises en tant que telles, mais par contre, l'extension de l'obligation vaccinale est en débat. Entendu. Alors, vous savez, ce n'est pas que je ne veux pas répondre, mais sur ces sujets-là, on est au jour le jour presque, dans la découverte des évolutions. Et surtout, ce ne serait pas la première fois qu'on serait sur des rétropédalages. Donc, je m'excuse de ne pas pouvoir en dire plus sur les mesures annoncées, mais on est comme vous, comme toute entreprise lambda, nous les juristes, pas plus informés sur les évolutions à venir. Parfois, effectivement, dans la nuit, sont adoptées des précisions qu'on n'attendait pas, ou inversement, on attend longtemps avant d'avoir une précision qu'on attendait. Et là, c'est vraiment du jour le jour. En tout cas, j'espère avec l'intervention d'aujourd'hui avoir donné un maximum d'informations, étant précisé qu'effectivement le débat aujourd'hui, clairement, c'est pour les salariés les plus récalcitrants. Quand je dis récalcitrants, c'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas les plus anxieux ou les plus opposants. Parfois, c'est une question de principe au pass sanitaire ou au vaccin. L'étau va vraiment se resserrer pour eux avec deux événements. D'abord, le coût du test antigénique si effectivement il est rendu payant. Et là, il y aura véritablement un vrai problème financier pour les intéressés à partir du 15 octobre, si c'est bien la date qui est retenue. Et deuxièmement, effectivement, si on a une évolution du texte dans le sens d'une généralisation, ils auront attendu au maximum, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, la balle aujourd'hui est dans le camp des entreprises. Et je reviens à la question très pertinente qui a été posée tout à l'heure sur la durée de la suspension du contrat. Comme il y a une date de début qu'on connaît bien, qui est dès le moment où l'employeur constate la non-justification, mais une date de fin qu'on ne connaît pas sur la suspension, la balle est dans le camp des entreprises qui, aujourd'hui, en tout cas quand je dis aujourd'hui, c'est dans les jours à venir, vont être amenées à prendre des décisions à cet égard. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais par rapport à mes salariés qui sont dans une situation durable? Est-ce que j'attends le 15 novembre pour voir si la loi sera prorogée ou pas? Et pendant ce temps, je me débrouille tant bien que mal parce que ça va être très compliqué pour les entreprises de remplacer du personnel absent pendant cette période. Ou est-ce que je considère que dès avant le 15 novembre, je peux rompre des contrats pour effectivement aller chercher des remplaçants pérennes sur ces postes-là? Est-ce qu'on va appliquer d'ailleurs la règle qu'on applique en matière de maladie prolongée de l'employeur qui, s'il licencie un salarié pour perturbation causée par l'absence du salarié, devra justifier d'un recrutement effectif et concomitant d'un remplaçant? Ce sont autant de questions qui se posent et qui effectivement nécessitent, comme je vous l'ai dit, des analyses au cas par cas. C'est pour ça que l'exercice d'aujourd'hui est difficile, parce que ça dépend vraiment des activités dans lesquelles on est, des motivations que l'on peut mettre en avant, des dispositions effectivement que l'entreprise a déjà écrites le cas échéant sur le sujet, pour savoir dans quelle situation on va se trouver et comment aborder ces questions-là de la manière la plus sécurisée possible. En tout cas, vous l'avez noté, je suis donc avocat spécialisé au sein du cabinet Chassagny-Wattrelos qui est à votre disposition, le cabinet, pour répondre à vos questions. Nos coordonnées s'affichent et on peut vous aider, si vous n'avez pas déjà des conseils pour ce faire, à affiner les positions qu'on a prises aujourd'hui au cas par cas. Mais ce cas par cas s'impose aujourd'hui, malheureusement, compte tenu de la diversité des situations. On ne peut pas donner des réponses faciles, communes, sinon on ne serait pas là aujourd'hui tous ensemble pour réfléchir à ces questions. Je vous propose qu'on en termine là pour ce matin et pour ce webinaire. Il me reste à vous remercier, Maître Laurence Cohen du cabinet CWA à Lyon, Paris et Nice. Merci beaucoup pour votre intervention qui est toujours de qualité. Alors, on me posait la question tout à l'heure de savoir si on serait amené à réitérer ce genre de webinaire en fonction de l'actualité. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois que Gest fait intervenir Maître Cohen sur un sujet juridique, parce que les conseils sont toujours précieux et l'analyse intéressante. Donc oui, en fonction de l'actualité, on fera intervenir à nouveau Maître Cohen, soyez tous rassurés. Merci Dr Karine Châtelain de l'ASTME pour votre intervention. Je vous rappelle que le support et le replay seront disponibles sur le site internet de Gest, GEST, d'ici la fin de matinée.
Laissez-moi le temps de boire un café, de me remettre de mes émotions et tout sera en ligne avant midi. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne fin de matinée, un bon week-end et continuez de prendre soin de vous et de continuer à respecter les gestes barrières. Je remercie pour ma part le geste justement de m'associer à ces événements et avec plaisir pour une prochaine intervention d'actualisation. À bientôt alors. Au revoir. Au revoir.